savoir que l'archéologie avait vécu une sorte de révolution ces 10, 15, même 20 dernières années avec des nouveaux travaux développés autour de tout ce qui est environnement, tout ce qui est climatologie, qui sont devenus des questions d'actualité depuis d'ailleurs. Et l'archéologue s'intéresse maintenant non plus uniquement aux vestiges archéologiques, mais aussi à ce que Joël Burnouf appelle les invisibles de l'histoire, c'est-à-dire aux sédiments, à la terre, et à partir des données qu'on peut prélever dans la terre, des données microscopiques, des pollens, de micro-coquillages, des gastéropodes par exemple, ou des éléments de faune, on arrive à restituer sur le temps long les climats et l'environnement. Il y a tout un panel d'outils nouveaux pour étudier l'environnement et le climat. Au niveau de l'environnement en particulier, c'est tout ce qui est lié à la palynologie, donc l'étude des pollens, la carpologie, l'étude des graines, tout ce qui est malacofaune, donc l'étude des petits coquillages, des escargots par exemple, qui sont très riches d'enseignements pour connaître les périodes d'humide ou des périodes plus sèches. La géomorphologie aussi, donc étudier les strates de la Terre, comprendre leur géométrie, comprendre comment les sols ont évolué en fonction de climats défavorables ou de périodes de refroidissement. Donc toutes ces choses-là, maintenant, l'archéologue sait le faire en complétant son regard par celui d'autres disciplines. Donc l'archéologue n'est plus seul pour étudier un site, c'est un travail interdisciplinaire. Tous ces travaux interdisciplinaires nous ont permis de revoir complètement notre vision de l'étude de l'homme sur le temps très long, dès le début de la préhistoire jusqu'aux époques récentes. Par exemple, pour le paléolithique, tout le lien à l'environnement, qui n'était pas quelque chose qui était beaucoup travaillé actuellement par les archéologues, et maintenant, à l'ordre du jour, on ne se contente plus uniquement d'étudier le silex. On essaie de comprendre comment un homme comme l'homme de Néandertal a réagi par rapport à son environnement, comment il a maîtrisé l'espace. Ça, c'est quelque chose d'assez neuf et qui nous permet de voir, en tout cas, l'homme préhistorique différemment, puisqu'on a toujours tendance à voir le Néandertal, par exemple, comme une espèce d'être humain un peu sauvage. Et en fait, on se rend compte que c'est un personnage assez important pour l'histoire, puisqu'il a une maîtrise de son environnement qui est particulièrement complexe et aboutie. Une question qui fait l'objet de débat depuis très longtemps dans la communauté archéologique, comment l'homme est passé de chasseur-cueilleur à un individu sédentaire, vivant de l'agriculture et de l'élevage. Pendant très longtemps, on a vu ce processus comme quelque chose d'assez radical, avec un changement environnemental très fort. En fait, maintenant, on se rend compte que dès la fin du Mésolithique, donc la période qui fait la soudure entre la fin du paléolithique, le paléolithique et le néolithique, dès le Mésolithique, dès autour de 7000 avant Jésus-Christ, les hommes ont déjà testé des choses, une sorte de proto-agriculture, si on veut. Enfin, c'est pas vraiment de l'agriculture. On privilégie certaines espèces. Il y a des défrichements, il y a des brûlis qui se font. Donc, on a des éléments maintenant avec l'étude de l'environnement de ces sites mésolithiques. On se rend compte que la vision qu'on avait d'un néolithique fort qui arrive, qui impose sa vie sédentaire et son agriculture, c'est quelque chose qui arrivait bien avant dans le temps, et progressivement, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui fait l'objet de recherches très poussées actuellement. Les modifications climatiques et les modifications de l'environnement ont forcément ont un impact sur les sociétés, surtout sur les sociétés les plus anciennes, et donc sur la construction sociale qui se met en place au fil du temps. On a affaire qu'à des mondes paysans. On a des gens qui vivent de leur agriculture à partir du néolithique. Tout changement climatique va fortement impacter ces populations et vont modifier leur comportement à l'environnement et les sociétés qui sont en place. On sait maintenant qu'il y a certaines péjorations climatiques, donc des périodes beaucoup plus défavorables à l'agriculture, qui ont provoqué des abandons de sites. C'est quelque chose qui est assez net dans les lacs, par exemple, alpins. On suit assez bien ces populations qui se mettent en place lorsque le climat est favorable et qui vont bouger, changer lors des périodes plus défavorables. Pour l'âge du bronze, au contact du premier âge du fer, il y a une péjoration climatique très très forte qui signe le tout début du premier âge du fer, autour de 800. Et là aussi, ça a eu un impact dans les sociétés de l'époque, et ça a profondément modifié les sociétés qui s'étaient mises en place durant l'âge du bronze. Toute la vision qu'on a eue pendant très longtemps de la protohistoire, de l'âge du fer, les Gaulois, pour faire simple, pendant longtemps on imaginait ces hommes vivant dans des espèces de cahutes au milieu des bois. On sait maintenant, grâce aux fouilles, grâce aux recherches environnementales, que l'espace dès l'âge du bronze est largement investi, largement anthropisé. L'homme a signé son empreinte à partir de moins 2000, c'est quelque chose d'assez fort sur le territoire. Le territoire est vraiment
vraiment utilisé à son optimum. Et l'époque gauloise est dans la droite ligne de ce qui se met en place durant l'âge du bronze. Et on a affaire plutôt à un paysage assez ouvert, avec des établissements, des fermes surtout, qui se côtoient les unes à côté des autres, qui utilisent au mieux l'espace agricole. Ça concerne essentiellement les terres agricoles, bien entendu, ce que je vous dis. Et on a ces réseaux de sites qui se créent, qui sont reliés par des chemins et qui auront des voies romaines par la suite. Et donc un espace vraiment largement anthropisé et utilisé. On parle maintenant de véritable boom agraire pour la période du second âge du fer, pour l'époque gauloise, parce que c'est une époque où on va même produire des excédents agricoles, quelque chose de nouveau, qui va d'ailleurs pousser la société vers quelque chose d'assez neuf, qui va être l'économie marchande, qu'on suivra après pour les périodes plus historiques. L'archéologie du paysage, c'est un domaine qu'on développe de plus en plus depuis pareil, une vingtaine d'années et qui maintenant plonge ses racines dans la proto-histoire ancienne. Pendant très longtemps, on a envisagé l'archéologie du paysage comme quelque chose d'historique, une construction liée à l'histoire. On sait maintenant que dès en gros la fin du 3e millénaire, autour de 2300 avant Jésus-Christ, on va avoir des constructions paysagères, des planimétries agraires, des parcellaires qui vont être constituées dans certaines régions de France, en particulier celles où je travaille, la Normandie. Et ces constructions agraires vont être la preuve directe d'une forte emprise sur le territoire, sur l'espace, une forte construction de l'environnement qu'on va suivre et qui va connaître un véritable pic au cours du second âge du fer, en gros au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est quelque chose qui se fait concomitamment avec l'apparition d'un nouvel outillage agricole. Enfin, il y a plein d'éléments qui font qu'on a un pic d'utilisation du territoire à cette époque-là. Donc les constructions paysagères que je vous évoquais sont pour la plupart des régions de France formées de structures fossoyées, de fossés et de talus. En fait, on est tout à fait dans l'image qu'on peut avoir du bocage, sauf qu'on n'est pas dans un système bocager au sens strict du terme, au sens des géographes, puisque le bocage est une construction récente. Pendant longtemps, on l'a assimilé à l'époque médiévale. On sait maintenant, grâce aux fouilles préventives, qui ne s'arrêtent pas en fait sur les périodes les plus anciennes. En fouilles préventives, on suit toute l'histoire d'un site jusqu'aux époques actuelles. On sait maintenant, par des méthodes de datation dans ces fossés, que le bocage est surtout une construction récente. En gros, les bocages les plus anciens sont autour du 16e, fin 16e, 17e, mais il y a la plupart des constructions qu'on peut voir en Bretagne, en Normandie, dans certaines régions de France de bocage, c'est des constructions qui datent du 18e, du 19e, parfois même du 20e siècle. Donc quelque chose de très 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 récent et pas du tout ce bocage vu par les historiens pendant très longtemps, qui s'ancre dans une longue tradition paysagère qui datait pour certains du Xe siècle ou du XIe siècle.